pense que entre l'artiste et la personnalité historique, je choisirais Léonard de Vinci, parce que entre l'art et la science, c'était à la fois un grand artiste, une personnalité historique et un scientifique fascinant. Donc en tout cas, j'essaierai de vivre comme élève à son époque. Alors là, je vais revenir à l'œuvre qui a marqué mon adolescence, c'est celle de Jules Verne. À la fois parce qu'il était complètement dans la science et en même temps dans la fiction. Vous savez, ça fait partie de ces grands visionnaires qui ont montré que la science-fiction pouvait devenir réalité. C'est le petit matin avec un café chaud devant mon jardin. Est-ce qu'il y a de belles lumières dans le musée ? Il y a de belles lumières, mais aussi parce que on peut profiter de ce qui va se passer pendant la journée, mais aussi j'aime bien le soir avec une compagne au fond des draps. Tout est possible. Tous les instants de la journée sont beaux à condition qu'on s'y accroche et qu'on valorise la joie d'être avec les autres. Ce n'est pas la première fois depuis sa publication en 2012 que l'étude conduite par le professeur Seralini est mise à l'index par une partie de la communauté scientifique. Il faut dire que les conclusions avancées par le chercheur canet avaient de quoi faire des vagues. Selon ses travaux, les rats nourris à base d'une alimentation composée d'OGM développeraient invariablement de monstrueuses maladies d'impressionnants cancers. L'étude était basée sur 10 groupes de 20 rats, avec 10 rats de chaque sexe dans chaque groupe. 3 groupes étaient soumis à un régime alimentaire avec des doses de maïs transgénique NK603 de 11%, 22% et 33%. 3 autres groupes suivaient le même régime alimentaire, avec en plus un peu de Roundup en accompagnement. 3 autres groupes étaient alimentés normalement, mais avec pour boisson du jus de Roundup à 3 doses différentes. Et enfin, un groupe témoin a été nourri avec une variété de maïs non transgénique qui n'a subi aucun traitement à l'herbicide. A noter aussi que l'étude était randomisée et réalisée en aveugle, c'est-à-dire que les rats ont été distribués au hasard dans les différents groupes et que les techniciens du laboratoire ne connaissaient ni le but de l'expérience, ni la nature exacte des régimes qu'ils dosaient. Tout ça, ça a duré 2 ans, et tous les 3 mois, des tests sanguins et des analyses d'urine étaient réalisés sur chacun des rats. 2 ans plus tard, les principaux résultats sont les suivants. Comme vous pouvez le voir ici, tous les groupes traités ont développé davantage de pathologies que le groupe contrôle. Ouais, comme ça, c'est un peu plus clair. Donc les chiffres qu'on voit là, c'est le nombre de rats qui ont développé des pathologies en fonction des régimes qu'ils ont suivis. Donc par exemple, sur les 10 rats mâles qui ont été nourris avec des doses de 33% d'OGM, 6 ont développé des problèmes de foie, alors que pour les 10 rats mâles du groupe contrôle, c'est le cas pour seulement 2 d'entre eux. En fait, tous les chiffres en rouge, c'est quand les pathologies sont plus nombreuses dans le groupe traité que dans le groupe contrôle. Et c'est pas tout. Parallèlement à ces pathologies, les groupes traités ont aussi connu une mortalité plus importante. Et pas qu'un peu. Quand on regarde les statistiques, on voit que quand 20% des femelles et 30% des mâles sont morts prématurément dans le groupe témoin, 50% des mâles et 70% des femelles sont morts prématurément dans les groupes nourris avec l'OGM. Donc, pour récapituler, les rats qui ont suivi le traitement ont développé davantage de graves pathologies et ils sont morts plus rapidement. Après, à côté de ça, il y a aussi d'autres résultats intéressants. Déjà, on voit que les OGM semblent avoir un effet à long terme à côté duquel on peut passer si on s'en tient à la durée légale des tests, c'est-à-dire 3 mois. Parce que oui, ici, les décès prématurés et les pathologies sont apparus bien après le 3e mois. L'étude montre également qu'il semble y avoir un effet OGM seul. Dans les groupes qui ont été nourris avec seulement des OGM, la mortalité et les pathologies sont aussi supérieures à celles du groupe témoin. Donc on pourrait en tirer la conclusion que ça ne serait pas uniquement l'herbicide contenu dans l'OGM qui est source de toxicité, mais également la modification génétique en elle-même. Enfin, on remarque aussi que le taux de mortalité n'est pas vraiment proportionnel à la dose d'OGM et d'herbicide. La gravité des symptômes observés n'augmente pas à mesure que la dose d'OGM augmente. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des résultats assez inattendus. Comme par exemple ici, on voit bien que les mâles qui étaient nourris avec des doses maximales ont vécu plus longtemps que les mâles qui étaient nourris avec la dose minimale. Et ils ont même vécu plus longtemps que les rongeurs du groupe témoin. Enfin bref, les résultats semblent assez clairs.
Bon, maintenant, une des questions qui nous avait été posée au travers de la saisine que nous avions reçue conjointement avec l'ANSES était de savoir si l'on devait ou non réviser les lignes directrices. Donc c'est un travail qui est un travail de relativement longue haleine, qui est un travail qui a déjà été entrepris de façon récurrente par l'AFSA qui a précédé l'ANSES. L'EFSA le remet assez régulièrement sur son agenda, et donc c'est une question que nous allons aborder. Donc je ne vais pas vous donner la méthodologie précise, hein, je crois que c'est totalement inutile. Donc les limites des études réglementaires, nous les connaissons. Le comité scientifique du HCB les rappelle de façon relativement régulière. Hein. Les pétitionnaires passent très souvent d'innocuité, alors même qu'ils n'ont pas la puissance statistique pour pouvoir revendiquer cette question. Néanmoins, il n'est pas objectivé de toxicité, ce qui explique peut-être les décisions qui sont prises. Alors, quelles vont être les orientations, hein. Il y a plusieurs travaux qui sont en cours, en particulier sur le plan des financements européens. Il y a deux projets qui sont, un qui a démarré, qui est le projet GRACE, qui va revoir ces études d'amont avec cette préoccupation de diminuer le nombre d'animaux qui sont mis en œuvre dans ces études, et puis un projet à plus long terme auquel nous croyons relativement bien, qui est cette question de la surveillance épidémiologique. Et probablement la situation dans laquelle nous sommes actuellement provient en particulier de cette absence de données de suivi épidémiologique qui aurait pu constituer une espèce de garde-fou sur les éventuels effets des OGM. Voilà, je vais m'arrêter là et je pense que nous aurons le temps du débat. J'espère ne pas avoir trop dépassé s'il semblerait. Merci beaucoup. Et donc maintenant, on a entendu les deux agences qui ont été saisies par le ministre. Vous avez entendu les conclusions. Monsieur Serralini, je vais commencer par vous, et puis après on alternera avec des gens qui sont d'avis opposés, comme on en a à peu près le même nombre. On essaiera d'alterner. Je vous donne la parole. Il y a eu un certain nombre de critiques qui sont faites par l'ANSES et par le HCB. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de manière globale sur l'étude, la manière dont vous l'avez réalisée, la controverse, et puis défendre les arguments de la publication scientifique que vous avez publiée. Merci, monsieur le vice-président. Alors tout d'abord, je remarquerai que ce n'est pas tout à fait égal, puisque l'ANSES et le HCB n'ont pas un avis favorable à l'étude, au niveau du temps. Ensuite, je voudrais vous remercier et souligner que ce débat est un débat national et que pour nous, responsables de l'étude, le débat est international et se situe en ce moment à la revue Food and Chemical Toxicology, qui a, comme il se doit selon les normes éthiques, publié les réponses de nos adversaires, en particulier Monsanto, et je dis bien adversaire puisqu'il demande le retrait de l'étude, alors que moi je n'ai rien de spécifique contre telle ou telle entreprise, et des scientifiques qui, sous forme déguisée ou non, soyons clairs, travaillent pour eux et qui s'exprimeront aussi ici dans cette salle. Donc je voudrais dire que pour nous, je demanderai à ceux qui travaillent pour Monsanto de le dire, ou qui travaillent dans leur cabinet de lobby européen, voilà, ou avec eux. Donc ce travail a mis 4 mois à être expertisé par la revue qui a évidemment discuté de tous les points que soulèvent l'ANSES et le HCB. Et je remarquerai tout d'abord que ces agences ont pour rôle d'étudier la validité des produits, de les mettre, de donner des avis au ministère de l'Agriculture en particulier pour les mettre ou non sur le marché, et qu'elles analysent bien vite des articles scientifiques. Elles ne sont pas toujours outillées pour évaluer, puisqu'il n'y a pas toujours les meilleurs spécialistes du domaine. Là-dedans, comme le ferait une revue scientifique internationale en consultant dans le monde entier, il y a très peu de spécialistes. Ce n'est pas un discrédit face aux experts, mais il y a très peu de spécialistes dans ces domaines dans le monde entier. Et je ferai remarquer que votre présentation cet après-midi porte sur le maïs transgénique NK603, alors que notre étude porte également sur le Roundup et qu'on ne peut pas dissocier les deux, puisque ce maïs transgénique a été modifié pour absorber, sans mourir, du Roundup, qui évidemment rentre dans la plante, sinon il ne peut pas agir, et il va être présent, donc, avec certains de ces résidus dans la plante. Donc je suis extrêmement choqué pour moi, ce qui est une faute professionnelle qui consiste pour les agences à ne pas avoir en même temps évalué les études de la société Monsanto pour mettre ces produits sur le marché, de façon à ce qu'on parle à puissance statistique égale, par exemple. Et je constate que si on ne peut pas dire que la puissance statistique de Monsanto, comme vient de l'admettre monsieur le représentant du HCB, n'est pas bonne pour les tests qui ont permis la mise sur le marché de ces produits, je constate en même temps qu'on ne peut pas parler de différence entre les témoins et les traités, et que pourtant c'est ce qui est fait dans la mise sur le marché du produit, c'est-à-dire qu'on considère qu'il a une certaine innocuité,
sinon on ne le mettrait pas sur le produit et on commanditerait d'autres types de tests, qui portent d'ailleurs sur les mêmes rats et sur 10 rats, puisque malgré les 20 rats de la société Monsanto, il n'y en a que 10 qui sont mesurés au niveau biochimique. Alors, il y a un certain nombre d'incohérences pour nous à ne pas avoir et à garder confidentielles les données de la société Monsanto, et puisqu'il se trouve que les deux produits appartiennent à la société Monsanto que nous avons testé, le maïs transgénique avec ou sans Roundup et le Roundup lui-même, et d'autre part, de ne pas comparer les comparables. Alors, de façon à ce que la communauté scientifique dans son entier, et pas une quarantaine de scientifiques qui ont publié dans la presse sur ce que nous avons fait, de façon à ce que la société scientifique dans son entier puisse évaluer les choses, nous avons décidé de mettre chez un huissier l'ensemble des données brutes qui ont permis la publication de ce travail et de les rendre publiques le jour où soit une agence, mais j'ai cru comprendre que même les données du Roundup n'étaient pas en France ou à l'EFSA, mais seulement dans le bureau allemand qui a réalisé très vite une contre-étude, une contre-expertise défavorable sur notre étude, le BFR. Donc j'espère que le ministre de l'Agriculture qui doit aller en Allemagne, il vient de nous le dire, pourra demander ces données, les données sur lesquelles il travaille, puisque les agences devraient les avoir eues quand elles permettent les autorisations, les réévaluations d'un produit. Donc j'espère que ces données seront mises également chez un huissier et qu'on pourra alors comparer les comparables. Ensuite, il y a un certain nombre de critiques, mais j'entends la surdité aussi de ces critiques. Alors, il est clair que nous nous sommes adressés à la société Arlan avant de commencer l'étude. Ils ne peuvent pas garantir de nourriture sans OGM. C'est pour ça que nous avons dû refaire nous-mêmes les croquettes donc nous avons des croquettes témoins garanties sans OGM et sans pesticides, alors que ce n'est pas le cas pour l'ensemble des données historiques. Donc cette fluctuation, elle est plutôt due au non-testage de la nourriture des animaux de laboratoire, comme c'est le cas pour le bétail aujourd'hui, que la fluctuation entre 30 et 70% des tumeurs, qui a un résultat scientifique valable. Nous le pensons. Donc, nous avons pu comparer à des contrôles qui ne mangeaient pas d'OGM ni de résidus de pesticides. Ensuite, nous avons dosé évidemment les pesticides et les OGM que nous avons fait pousser dans la nourriture des traités. Ceci pour parler des tumeurs spontanées des rats, et je crois qu'il faut comparer à ce que nous avons obtenu. C'est-à-dire quand on contrôle la nourriture en OGM et en pesticides, on a une tumeur chez les mâles, et chez les mâles témoins, et 3 à 4 sur l'ensemble de l'étude avec les femelles traitées et 5-6 à la toute fin, les tout derniers jours de l'expérience sur les femelles témoins. C'est-à-dire qu'on a 3 à 4 tumeurs chez les témoins, normaux pendant l'ensemble de l'expérience et 5-6 à la toute fin, et donc on peut comparer 14 tumeurs ou 10 tumeurs à cela. Évidemment, nous n'avons fait aucune statistique, et les statistiques de M. Lavielle ou du HCB ont conclu à l'absence de puissance suffisante pour dire qu'il y avait un effet lié au traitement, et absence de puissance pour dire qu'il n'y avait pas d'effet lié au traitement. Donc voilà ce que révèlent les statistiques sur les figures 1 et 2 selon le HCB. Cependant, nous avons fait des statistiques avec une très bonne puissance, très discriminante, sur l'ensemble des données biochimiques, et là, on a en effet des paramètres qui ont une cohérence biologique avec les résultats obtenus, puisque nous avons eu en fait 3 groupes de paramètres, et le fait qu'ils ne soient pas liés n'avait pas d'importance dans la méthode OPLSDA que nous avons, ou qu'ils soient liés n'avait pas d'importance dans le domaine des études variables multiples. Nous avons obtenu que les paramètres hépatiques rénaux, certains paramètres hépatiques rénaux et les paramètres hormonaux qui conduisent, lorsqu'ils sont déréglés, aussi au développement de tumeurs hormonodépendantes, nous avons obtenu le fait que ces paramètres étaient déréglés. Et ça, c'était fait à l'aveugle puisque le statisticien ne connaissait pas les traitements. Et d'autre part, les anatomopathologistes agréés, qui ne connaissaient pas les traitements non plus et qui ont été payés pour faire leurs analyses, eh bien, sont des anatomopathologistes qui nous ont dit que les pathologies les plus fréquentes étaient les pathologies hépatiques rénales et surtout les tumeurs mammaires, et que le deuxième organe le plus touché chez la femelle, bien sûr, tout cela par rapport au contrôle, était l'hypophyse, et donc nous savions que nous avions là des pathologies hormonodépendantes chez la femelle et des pathologies hépatiques et rénales chez les mâles, et ils nous ont même attesté que les morts étaient dues à ces pathologies, puisque dans certains cas, pour éviter la souffrance, nous avons même dû les euthanasier à cause de ces pathologies, en particulier quelques jours avant ce qui aurait été leur mort naturelle. Alors, le problème maintenant, c'est de dire, écoutez, circuler, il n'y a rien à voir, et on va continuer à valider ces produits. Ou alors, il faut faire davantage d'études. Nous remarquons, et en ce sens, nous soulignons l'avis positif de l'ANSES, que seules 2 études sont comparables, parce que les études de 2 ans sur porc ou sur vache ne sont pas des études vie entière. Et dans les études comparables, de loin, nous sommes la plus fouillée et la plus détaillée, tant au niveau du Roundup que du maïs OGM NK603. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, même le Roundup ne semble pas avoir été évalué plus de quelques semaines.
Je ne parle pas du glyphosate, qui est un de ces composés biochimiques. Nous avons montré très récemment, par une nouvelle étude publiée dans Toxicologie, qu'il y avait des composés encore plus toxiques dans les produits classés inertes du Roundup, et que le mélange était plus toxique que le glyphosate lui-même. Donc, il est clair que si, mesdames et messieurs, vous acceptez une société dans laquelle la composition des produits est tenue secrète, dans laquelle les analyses de sang qui sont réalisées par les industries et validées par les agences sont tenues secrètes, et où un maïs transgénique n'est pas évalué plus de 3 mois sur la santé, et où un herbicide n'est pas évalué plus de quelques semaines sur la santé, eh bien libre à vous. Moi je ne l'accepte pas en tant que scientifique parce que je pense que, malgré le fait que finalement le plus gros défaut qu'on nous trouve, c'est que nous avons 10 rats par groupe. Si nous devions supprimer l'ensemble des études de biologie qui ont 10 rats par groupe ou moins, je crois que c'est 98% de la biologie qui tomberait. Et donc, malgré ce défaut, évidemment, nous aurions aimé réunir 6 millions, 20 millions d'euros et faire une étude avec 20, 50, 100 rats. Je crois que nous ne pouvons pas éviter le in vivo aujourd'hui en tant que scientifique, puisque de toute façon, c'est la dernière étape avant de, même par éthique animale, parce que c'est la dernière étape avant de donner ces produits à manger à l'ensemble des animaux de ferme et de laboratoire. Et puis bien sûr par éthique humaine, parce que vous me permettrez de toujours préférer un enfant à un rat. Eh bien, je crois que si on veut être dans cette société, libre à vous. Mais aujourd'hui, nous devons aller plus loin. Et s'il y a le moindre doute, alors refaisons une étude plus détaillée. Nous nous le demandons par d'autres. Mettons au point un protocole indépendant. Acceptons non pas l'expertise indépendante qui est un mythe, mais l'expertise contradictoire. Au point où nous en sommes, les États ont tellement demandé aux grands instituts de recherche de travailler avec les industriels que, voyez-vous, il y a un réseau et une corporation d'intérêt qui s'est développée avec le temps et que nous devons accepter l'expertise contradictoire et pour aller vers la transparence. Et puis je voudrais vous dire aussi qu'aujourd'hui, la revue Food and Chemical Toxicology est en train de publier notre réponse détaillée à l'ensemble des critiques et que j'ai reçu plutôt des commentaires des éditeurs disant que leur processus d'évaluation avait été excellent. Bien sûr, ils pouvaient toujours améliorer les choses, mais qu'ensuite ils étaient écœurés par les liens qui avaient été mis à jour par certains journalistes et en particulier sur le blog de Rue 89 entre les réseaux qui nous ont critiqués au niveau international et les liens avec l'industrie qui avancent déguisés. Donc, je crois qu'aujourd'hui, chacun peut se rendre compte de cela en menant sa propre enquête. Donc, 140 scientifiques français ont expliqué que ceux qui avaient parlé au nom de la communauté scientifique, en fait, ou au nom des académies, ils ne l'acceptaient pas, sans qu'il y ait eu délibération générale, ou alors ceux qui parlent au nom de la communauté scientifique sont en général très présomptueux, parce que la communauté scientifique est toujours partagée sur des points surtout aussi sensibles que celui-ci, et qu'enfin, il y a 193 soutiens internationaux de scientifiques aujourd'hui. Là, vous voyez les tumeurs mammaires et les hypophyses qui sont déréglées. Et puis, 130 associations demandent la transparence sur les données qui ont servi à évaluer ces OGM. Et je crois que ce serait la moindre des choses aujourd'hui. Il y aurait encore beaucoup à dire dans le temps qui m'est imparti. C'est quasiment impossible. Je voudrais simplement vous remercier pour votre attention. À l'époque, ces images avaient fait le tour du monde, un buzz planétaire. Le professeur Seralini et ses soutiens s'étaient même rendus au Parlement européen, mettant en cause la politique laxiste de l'Agence européenne de sécurité alimentaire vis-à-vis des organismes génétiquement modifiés. Et nous avons des résultats, et l'incompétence et la malhonnêteté ont fait leurs preuves. Il y a des gens qui souffrent dans toutes les familles. Je crois qu'il faut taper du poing sur la table pour dire qu'il y a du laxisme organisé au plus haut niveau. Sous l'égide de l'Europe, un programme de recherche est initié afin de confirmer ou d'infirmer les travaux de l'équipe Seralini. 4 études différentes, dont l'une de l'INRA et de l'INSERM en France. Les moyens déployés sont bien plus conséquents, une population de rats très vaste et une durée d'expérimentation beaucoup plus longue. Les conclusions commencent à être rendues publiques, elles convergent dans la même direction. Aucune altération des organes de rats soumis au régime OGM n'a été identifiée. Ils se porteraient aussi bien que les animaux nourris avec du maïs standard. Coup dur pour la crédibilité des travaux du professeur Seralini et pour le scientifique canet lui-même qui s'est dans le passé déjà posé, à tort ou à raison, en victime inexpiable des puissants lobbies de l'agrochimie. On revient sur ces images qui ont fait le tour des médias il y a quelques semaines sur cette étude à propos des OGM, ces rats avec des tumeurs gigantesques. Et bien ce matin, le Haut Conseil des biotechnologies réfute les conclusions de l'étude du professeur Seralini. Justement, sa réponse, c'est ce matin en direct sur BFM TV. Bonjour professeur, merci d'être avec nous. Alors pas de causalité, dit le Haut Conseil. Qu'est-ce que vous lui rétorquez ? Écoutez, ce qu'ils disent n'est pas bien original par rapport à la société Monsanto, toujours majoritairement les deux types d'arguments, c'est-à-dire il n'y a pas assez de rats et les statistiques sont pas assez puissantes, c'est pas la bonne souche de rats. En gros, c'est ça.
Et moi, ce que je remarque, c'est que d'abord qu'il y a des agences de validation réglementaire pour les produits, c'est le cas du HCB, c'est le cas de l'ANSES, et que là, elles disent qu'il faudra des études à long terme de toute façon, et elles remarquent l'insuffisance de leurs propres études, c'est-à-dire qu'ils ont évalué des OGM qui n'étaient pas toujours traités avec l'herbicide cet OGM avait été modifié pour le recevoir, et ensuite, il remarque que la puissance statistique des tests de Monsanto n'est pas suffisante. Donc c'est pas suffisant dans un cas comme dans l'autre pour eux. On peut toujours être tatillon, mais c'est bien la bonne souche de rats recommandée par le National Toxicology Programme, etc. Moi je remarque qu'il y a des structures de validation scientifique, ce sont les éditeurs scientifiques qui prennent 4 mois et pas qu'une quinzaine de jours pour évaluer un travail, et que là, mon éditeur, qui est le meilleur éditeur au monde de toxicologie alimentaire, même a publié, et il y a plus de 160 lettres de soutien de scientifiques qui sont arrivées malgré les 27 critiques de Monsanto et de leurs sbires, puisque en fait c'est surtout des personnes qui sont attachées à la commercialisation de ce produit. Donc, ce que je remarque, c'est que les experts du HCB ne sont pas tous identifiés, mais que dedans, je sais qu'il y a des personnes qui ont permis l'autorisation de ce produit. Donc, elles n'osent Professeur, pas ça veut dire qu'à vos yeux, le HCB, qui est un organisme public, son avis aujourd'hui, ça reflète justement encore l'influence du lobbying des pro-OGM ? Quand on est dans des structures qui évaluent son propre travail, en fait, puisque mon travail montre leur insuffisance, ils n'ont jamais exigé de tests à long terme auparavant de la société Monsanto, ils n'ont jamais exigé que la société traite ces plantes avec herbicides, etc. Ils n'ont jamais exigé d'une puissance statistique fiable. Et là, ils me reprochent cela. Donc, je remarque que leurs critiques, ils peuvent se les adresser d'abord à eux-mêmes, et puis ensuite qu'ils demandent quand même de faire des tests à long terme, ce qui est une bonne chose. Petit à petit, on progresse. Mais quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Professeur, dernière question. Cet après-midi, l'Agence sanitaire française doit rendre sa décision. Vous attendez autre chose ? Non, pas vraiment, mais j'attends qu'au moins elles prennent une position pour prolonger ces tests qui ne sont pas sérieux. Je vous rappelle, sur la santé publique, on prend un risque énorme si les produits pour lesquels on est exposé à long terme ne sont pas évalués à long terme, et seulement 3 mois de façon mal faite, puisqu'ils admettent les limites de leurs propres statistiques aussi, et puis les statistiques, ça ne dit jamais la vérité, comme on le sait, c'est une indication. Nous avons plein d'indications du fait de ces pathologies, et donc nous sommes confortables avec nos résultats qui, eux, ont été validés par des structures de validation des résultats scientifiques que sont les éditeurs scientifiques. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Serralini, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, coup dur, puisqu'on l'a compris, cette dernière étude pilotée par l'INRA et l'INSERM, coordonnée par un professeur en toxicologie, Bernard Salle, conclut qu'on ne peut pas dire que manger du maïs provoque des cancers chez le rat et par projection chez les humains. C'est un sérieux désaveu pour vous. Est-ce que c'est un point final pour ce débat ? D'abord, ce n'est pas un désaveu. Comme vous l'avez remarqué, ils ont arrêté toutes leurs études à 6 mois. Si nous avions arrêté notre étude à 6 mois, nous n'aurions rien vu. C'est au cours de la 2e année, en fait, que les rats ont développé le plus grand nombre de tumeurs, on le voit bien sur nos courbes, et ont développé des maladies des foies et des reins que nous avons confirmées dans Scientific Reports Nature, qui est une très grande revue, en 2016 et en 2017. Non, ce n'est pas un point final. Par contre, je m'interroge sur le fait qu'ils veuillent arrêter leurs études à 6 mois, et j'ai démissionné du protocole de suivi de cette étude auquel j'avais été convié, parce que Monsanto faisait partie des gens autour de la table et qu'ils voulaient toujours réduire au minimum tout ce qui était étudié. Alors, de faire qu'une étude sur le cancer de 2 ans, ça ne va pas non plus, c'est ce qui viendra comme prochaine étape. Alors, cette dernière étude a été menée effectivement sur 6 mois, mais une autre étude avait été menée, elle, sur 2 ans. Je parlais de celle baptisée G-Twist. Elle a également conclu à l'absence de risque potentiel. Alors, ce qui est particulier, c'est qu'on en parle parce que cette étude n'est pas du tout publiée. Non seulement elle n'est pas publiée, mais elle n'a pas donné ses données brutes sur Internet. Et cette étude porte sur, en fait, 1 an de toxicologie générale. Je vous rappelle que nous en avons fait 2. Et 1 an sur le cancer. Et en fait, nous avons montré que les rats ne souffraient pas d'abord de cancer, mais souffraient d'énormes tumeurs qui développaient des toxines et surtout
de maladies rénales et hépatiques mortelles, rénales comme les gens qui sont exposés au Roundup, par exemple au Sri Lanka ou en Argentine, et il y a des malformations aussi. Non, nous sommes certains de la spécificité de nos résultats parce que nous les avons confirmés, nous avons été plus loin avec les technologies les meilleures que l'on connaisse aujourd'hui. En 2016 et en 2017, nous avons tout publié. Mais derrière ces études, il y a quand même des comités scientifiques, il y a quand même aussi beaucoup d'argent d'investi. On parle de 15 millions d'euros d'argent public. Tout à fait. Donc il y a des moyens pour il y a des moyens trancher. Eh bien justement, c'est là qu'est la honte. C'est que, puisqu'il y avait les moyens, il n'avait qu'à faire une étude de 2 années. Et là, si le protocole avait été correct, je me serais plié. Mais pourquoi l'arrêter trop vite ? Pourquoi s'arrêter à 3 mois ? Il y a 2 études de 3 mois, dont une qui ne porte pas sur le même OGM, qui ne servent à rien. On l'a déjà démontré. Une étude de 6 mois. En fait, on nourrit un institut qui est à l'INRA, parce qu'il y a un nombre incroyable de signataires, mais on arrête trop tôt toutes ces études, comme si on voulait cacher quelque chose. Et c'est ça qui est anormal. Et aujourd'hui, Monsanto veut cacher beaucoup de choses. Vous savez, les Monsanto Papers ont révélé la façon dont ils agissaient sur les agences de communication. Alors vous, en tout cas, dans votre étude, vous aviez tout de même conclu que sur le fait que ce n'était pas tant le maïs OGM qui était dangereux que le Roundup, donc l'herbicide qui est déversé sur ce maïs. En fait, on a fait des analyses plus poussées du maïs OGM sans Roundup. On a trouvé quand même des toxines qu'on appelle cadavérine ou putrécéine. On a publié ça dans une grande revue. Mais on a trouvé effectivement la toxicité du Roundup, le principal pesticide du monde. On l'a décortiqué. On a même trouvé à l'intérieur des poisons cachés, comme l'arsenic ou des dérivés de pétrole, extrêmement plus toxiques que le glyphosate qui fait débat. Et là encore, vous savez, on est en train de détourner la réalité. C'est-à-dire que l'agence européenne va tester simplement le glyphosate et va demander simplement à Monsanto les tests sur le glyphosate. Alors qu'on trouve que les poisons cachés à côté, qui font 60% du Roundup, sont 1000 fois plus toxiques. Donc là encore, c'est comme si on voulait tout organiser pour masquer la réalité et je trouve que cela est vraiment indécent. Alors, puisqu'on parle du Roundup... Il y a des vies derrière, il y a des malades, il y a des enfants. Alors, puisqu'on parle du Roundup et du glyphosate, le glyphosate étant la substance active du Roundup... Déclaré. Nous avons trouvé que c'était une fraude. Alors, un collectif canet va organiser un testing sur les cheveux d'une centaine d'habitants. Vous êtes engagé dans ce projet. Le but, c'est quoi ? C'est d'évaluer les doses absorbées ? Tout à fait. Avec Antoine Casini, qui est conseiller départemental, nous avons parrainé une nouvelle association, Glyphosate, le camp des tests. Il y a une page Facebook, pour que chacune et chacun puisse doser la manière dont il a été contaminé par ce Roundup dans ses cheveux, qui sont... disons, une photocopie un peu plus permanente de ce qui est passé dans notre sang. Et on peut voir ainsi ce à quoi nous avons été exposés les 3 derniers mois. Et j'espère que tous les commerçants, tout le monde pourra avoir des petites boîtes pour que les gens déposent des pièces jaunes et se faire analyser ainsi. Et vous savez qu'aux États-Unis, il y a plus de 9000 plaignants. Ils pourront peut-être déposer plainte. Eh bien, écoutez, on... And there is increasing pressure to explain the value of what we do for the European taxpayer. Je voudrais faire observer que cette étude, elle va être examinée dans le détail, mais aussi les scientifiques de l'EFSA vont prendre en compte toutes les données scientifiques qui existent dans ce domaine-là. Donc le travail d'évaluation des risques, c'est ça. C'est pas ni le dernier qui a parlé, ni le premier qui a raison. C'est intéressant, effectivement, une étude sur 2 ans, même si effectivement c'est pas ce qui est recommandé aujourd'hui par les lignes directrices internationales et celles qui sont utilisées par l'EFSA pour toute une série d'inconvénients. Je ne vais pas rentrer dans le détail scientifique et technique, mais l'EFSA a déjà été amenée effectivement à étudier, à prendre en compte des résultats d'études où on avait alimenté des souris ou des rats pendant 2 ans avec des OGM ou avec d'autres produits. Et le plus important, c'est la qualité des données scientifiques. On n'a pas de jugement de valeur sur le fait de savoir si c'est tel ou tel qui a réalisé l'étude. Ce qui nous intéresse, c'est de voir à partir des données de l'étude, des données brutes de l'étude, de la manière dont les résultats ont été traités, si c'est une étude scientifique de bonne qualité. Et à ce moment-là, effectivement, on travaille sur les résultats. Échanger les données brutes avec vous sur les données que vous avez utilisées, vous, pour autoriser le MK63 d'abord, et d'autres OGM à 90 jours. C'est-à-dire qu'il faut que ces données soient publiques.
et je mettrai à ce moment-là mes données publiques, pas seulement pour l'EFSA. Et également, il ne faudra pas que les experts qui ont servi à autoriser ces données soient dans le comité. Nous allons faire Je pense que vous ne trouveriez pas qu'on est une organisation sérieuse si quelques heures, à peine 24 heures après la publication de cette étude, je vous disais déjà ce que l'EFSA pense. Vous diriez c'est pas une organisation sérieuse. Ça fait plus de 2 ans que ces gens-là travaillent. Ça mérite quand même qu'on s'arrête un petit peu et qu'on regarde qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils ont travaillé, qu'on dialogue avec eux, qu'on récupère, si c'est possible, les données brutes. L'étude est complexe, donc elle nécessite une expertise multidisciplinaire. Donc il faut que M. Serralini se rassure, les experts qui vont travailler là-dessus seront des gens sérieux et qui ne sont pas des experts au service d'intérêts autres que de nous aider à protéger la santé du consommateur. Écoutez, les pays ne savent plus comment faire. Ils prennent le dossier avec des pincettes parce que c'est un mélange de fraude de la part des agences qui ont recopié les données de Monsanto, qui est la grande firme qui commercialise ce pesticide, le pesticide majeur du monde, de malhonnêteté criminelle parce qu'on connaît les effets. Vous savez qu'en Argentine, des enfants ont des problèmes extrêmement graves de malformation ou des cancers à cause de ce produit. Et puis, il y a aussi un vide législatif énorme, ce qui fait que les agences européennes ne sont en charge que d'évaluer une toute petite partie du produit qui s'appelle le glyphosate. Alors justement, pour qu'on comprenne bien, de quoi s'agit-il quand on parle de glyphosate? Est-ce que c'est la même chose que le Roundup? Non, alors le glyphosate, c'est 30 à 40% du Roundup. Il n'est jamais commercialisé seul, donc il ne devrait pas être évalué seul. Et nous avons découvert, avec mon équipe, qu'il y avait des toxiques, des poisons cachés, 1000 fois plus graves que le glyphosate avec. Et ceux-là sont considérés comme inertes et confidentiels par Monsanto, c'est la malhonnêteté criminelle. Et je vais vous faire une révélation ce soir. Nous avons découvert de l'arsenic à l'intérieur des Roundup, qui peuvent très bien expliquer toutes les maladies des paysans du Sri Lanka qui ont des problèmes rénaux extrêmement graves. Donc on meurt de ces problèmes avant même d'avoir des cancers. Alors vous alertez depuis longtemps sur la dangerosité de ces produits. Vous avez l'impression de parler dans le vide ? Eh bien non, parce que maintenant tout le monde le sait. Quand j'ai commencé il y a 20 ans, c'était considéré comme du thé. Le PDG de Monsanto s'était fait élire en faisant mine d'en boire un verre. Les agriculteurs disaient que c'était le plus environnemental des pesticides. Et en fait, on comprend que tout cela est faux. C'est un des plus toxiques. Et il y a eu vraiment des malhonnêtetés dans son évaluation. La France se prononce pour une disparition progressive du glyphosate, tout comme les eurodéputés. Ça vous satisfait comme solution, vous ? La France a raison, mais vous savez, il y a eu fraude, on devrait interdire. Quand il y a mal-donne ou effet caché, à ce moment-là, c'est une mauvaise intention à la déclaration. On a des solutions de remplacement, il faut les aider progressivement. Effectivement, on ne pourra peut-être pas sortir d'un jour à l'autre, mais il faut certainement que l'État prenne en charge les malhonnêtetés qu'il a couvertes pendant des décennies. Les critiques qui nous sont faites, la mauvaise souche de rat, 10 rats par groupe, ils peuvent se les faire à eux-mêmes, puisqu'on remarque que c'est les mêmes personnes qui ont validé ce maïs et peut-être le Roundup, il faut publier leur nom, et que ces personnes-là n'ont pas demandé de tests à plus long terme sur la même souche de rat, avec aussi 10 rats par groupe qui étaient mesurés. Donc est-ce que des intérêts économiques sont en jeu? Nous posons la question et très solennellement, nous demandons avec les 160 scientifiques et toute la société civile, 130 associations, que les données qui ont permis l'autorisation sur le marché de ce maïs transgénique et du Roundup soient aujourd'hui publiées, qu'on sache qui les a validés avec des données aussi laxistes. Bonjour Gilles-Éric Serralini, merci de répondre à nos questions. Comment est-ce que vous accueillez la décision de Vienne? Est-ce que cette interdiction est une avancée pour l'écologie? Certes, c'est une avancée parce que nous allons aujourd'hui devoir sortir progressivement de l'ensemble des pesticides. Cependant, il y a anguille sous roche. C'est en lien avec ce que vous venez de dire sur le Mercosur. Vous savez que le principal OGM, c'est un OGM, un soja tolérant au glyphosate qui nourrit malheureusement les animaux dans des camps de concentration, le bétail industriel. Et on s'est rendu compte en plus que non seulement il y avait du glyphosate dans ces OGM, mais qu'avec le glyphosate, dans les bidons de Roundup, il y a des poisons cachés comme l'arsenic, ou des dérivés de pétrole extrêmement cancérogènes qui ont d'ailleurs valu à Bayer des milliards de pertes lorsque Monsanto a perdu, Bayer ayant racheté Monsanto, lorsque Monsanto a perdu devant le tribunal américain à 3 reprises.
Et aujourd'hui, Bayer essaye de commercialiser des Roundup sans glyphosate, donc il faut absolument vérifier qu'il n'y ait pas ces poisons cachés à base de pétrole et d'arsenic dedans. La meilleure preuve, c'est que si ça marche encore, c'est que ce sont les poisons cachés qui jouent le rôle d'herbicide et non pas le glyphosate lui-même. Donc le glyphosate est une sorte de leurre, de cheval de Troie, qui permet à des formulants de pesticides d'être autorisés dans l'Union européenne, alors qu'ils ne sont pas testés à long terme aujourd'hui. C'est une chose qui est bien connue, qui était connue de notre ministre Nicolas Hulot, qui est connue d'Emmanuel Macron, mais devant cette chose, on se masque, en fait, on se bouche les yeux et les oreilles, parce que ça entraînerait progressivement l'interdiction de beaucoup de pesticides. Et aujourd'hui, s'il y a l'Autriche... petite encore. Aujourd'hui, s'il y a l'Autriche, est-ce qu'il pourrait y avoir bientôt le reste de l'Europe? Est-ce que c'est envisageable? Oui, en fait... Vous savez que si on étend le glyphosate au Roundup, qui est en fait le bidon qui est vendu qui contient du glyphosate, il faudrait interdire ce pesticide qui reste le principal du monde, le principal utilisé sur la vigne, par exemple, pour désherber, le principal utilisé sur les OGM, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, il y aurait progressivement l'Union européenne qui devrait sortir de cet énorme herbicide qui est aussi la base de commercialisation de tous les OGM, puisqu'on a modifié le soja ou le maïs pour pouvoir absorber ce Roundup sans mourir, qui contient 40% de glyphosate et plein de poisons cachés. Donc oui, il y a une avancée à avoir, et nous, à l'université de Caen, nous avons montré depuis longtemps les toxicités qui ne sont pas correctement évaluées par l'Union européenne, qui n'est en charge d'évaluer justement qu'une toute petite partie du produit qui s'appelle le glyphosate. Mais Monsanto, on ne lui fait pas confiance, simplement, ils ont déclaré un produit qui n'était pas complet. Ils ont des produits confidentiels dedans, ils ont des activités cachées. Et moi, je me félicite, pour terminer, que des pays comme la Russie veuillent développer le bio à plus de 10%, comme on est à peu près en Europe, pour pouvoir justement se passer de ces OGM américains qui contiennent du Roundup. Où est-ce qu'on en est en France exactement? On parle d'une sortie du glyphosate d'ici 2021. Pourquoi est-ce que Paris n'imite pas Vienne dès maintenant? On a une espèce de timidité maladive à sortir des pesticides parce que depuis 50 ans, on a en fait subventionné l'agriculture intensive, que 30% de la PAC, de la politique agricole commune, ce sont nos impôts, et que ces impôts servent à l'agriculture intensive qui rachète des pesticides à des fournisseurs comme Bayer, qu'on a aidé à devenir très gros en absorbant Monsanto. Par nos impôts aussi, par des aides de l'Union européenne, par des prêts bancaires auxquels Angela Merkel ou Emmanuel Macron ont hypothéqué des aides ou des faveurs à ces grandes sociétés multinationales. Donc en fait, sortir du glyphosate, c'est sortir de l'agriculture à pesticides progressivement, et c'est développer un autre modèle agricole qui existe dans le monde, qui pourrait nourrir 12 milliards d'humains, l'agroécologie, mais qui aujourd'hui n'est pas subventionné et n'est pas à la barre. Il ne fait que 10% à peu près de l'agriculture. Donc il faut absolument développer cela pour que les politiques, pour que d'autres familles politiques puissent venir évidemment changer le modèle agricole. Merci Gilles-Éric Serralini d'avoir répondu à une question. Je rappelle que vous êtes professeur de biologie moléculaire à l'université de Caen. La bonne nouvelle, c'est que nous avons toutes les solutions. Vous avez toutes les solutions. Vous avez vu le film Demain de Cyril Dion, notre éditeur chez Actes Sud. Vous avez toutes les solutions pour trouver la régénération du monde. Et on peut la repenser, c'est certain, parce que les solutions existent déjà tout autour du monde. On pourrait nourrir 12 milliards d'hommes avec la permaculture selon les rapports de la FAO, c'est-à-dire avec une agriculture biologique respectueuse, plurielle, un peu comme la culture autour de nous. Donc, nous découvrons que ces produits sont issus du pétrole, et si on les analyse, je vous disais, je pense qu'aujourd'hui, la pluridisciplinarité peut nous permettre de voir tout cela. Tout cela est dans la presse, tout cela est dans les médias, tout cela est écrit, mais un brouhaha permanent nous empêche volontairement de le savoir. Et ce brouhaha permanent maintient une superficialité consommatrice, et c'est volontaire. Et donc, nous avons découvert que les lobbies
organise la désinformation, mais pas seulement la désinformation, le tir et le doute sur ceux qui disent ce qui les dérange dans leur système de consommation aveugle. Et alors, je suis certain maintenant qu'ils ont des activités intentionnellement criminelles, pour certains d'entre eux, dont on peut nommer les noms. On a commencé dans notre livre Poison caché. On a nommé les noms. J'ai gagné 7 procès de 2011 à 2017 contre les lobbies diffamateurs. Chaque fois j'y étais, chaque fois c'était une souffrance. Chaque fois, on a été heureux collectivement de voir la vérité transparaître, de voir que celui qui était la pierre angulaire des autorisations d'OGM en France et en Europe de 1998 à 2007, succédant à Axel Kahn, qui en avait été la racine, Marc Fellous était condamné avec son association, l'Association française des biotechnologies végétales, qui était la filiale de l'ILSI, un grand cabinet européen de biotechnologie, filiale de Monsanto. Et donc, on a fait tous les liens. Je connais les noms des criminels dans les Monsanto Papers. Ils têtent à maman, ces gens-là. Dans notre livre, on voit tous ceux contre qui nous avons lutté. On ne savait pas s'ils étaient vraiment de Monsanto ou pas, et on les voit têter à maman. On espère qu'on continuera notre collaboration riche et fructueuse, dit Marc Fellous à Monsanto le lendemain de la perte de son procès. Ils se tutoient. Ils aident Marc pour lui dire s'ils avaient trouvé des tumeurs avant dans les tests qu'ils avaient faits qui étaient trop minables pour qu'ils les voient, parce que ça durait que 3 mois au lieu de 2 ans, etc., etc. Nous savons comment ils ont construit la criminalité. Nous savons que Donna Farmer, chef du service de toxicologie actuel chez Bayer, et on publie son adresse Internet dans notre livre, était la chef de service de toxicologie chez Monsanto. On va vous révéler tout ça, et Jérôme va vous en parler, parce que plus j'en parle, plus ça me donne envie de vomir, et puis il n'y a pas de vomitoire ici. Et donc, l'épidémiologie n'a aucun sens dans ce domaine. Mais on va toujours demander au directeur de la santé, qui est un très bon épidémiologiste, est-ce que le glyphosate fait ci ou ça ? Mais ça n'a pas de sens, parce que l'épidémiologie est à peu près aveugle, sauf des effets iceberg quand ça dépasse vraiment de tout, pour les effets combinatoires et à long terme, alors qu'elle est née comme une science extrêmement efficace sur les épidémies pour les effets simples et à court terme, où on peut corréler un agent et des symptômes. Là, c'est tout le contraire. C'est toute la communication de notre corps qui se déglingue et toutes les grandes fonctions que j'ai citées, et en même temps, ce sont des effets sur le long terme. Donc l'épidémiologie est nulle et non avenue, ou à peu près. Elle va donner des grandes indications, mais il va falloir payer des millions pendant des années et des années pour faire des études épidémiologiques. C'était une très bonne science pasteurienne pour les problèmes de bactéries des virus. Mais je suis fou quand je vois des assos qui disent « Ah ben pour savoir si les pesticides ont des effets en Bretagne, payez des études épidémiologiques. » Parce qu'ils vont tous se nourrir de ça pendant des années sans prendre de décision, parce que les études épidémiologiques laisseront toujours trop de doutes. On a de quoi remplacer l'épidémiologie par des études à la fois cellulaires, animales, l'observation du vivant, l'observation des études sur les animaux de laboratoire, sur les animaux sauvages, sur les animaux de ferme, sur les cas humains, sur surtout la maladie du travail dans les usines où on fabrique tous ces produits. Tout ça est disponible, à peu près. Il y en a qui cachent, mais on y arrive aujourd'hui, tellement il y en a dans le monde. Et donc là, on a une image tout à fait claire de ce que ces produits donnent comme maladie. Et on sait que c'est des spams de la communication des cellules. Donc arrêtons de dire ça donne telle maladie et pas telle autre, oui, ça donne telle maladie, etc. On focalise en hygiéniste pasteurien sur des mécanismes qui sont à côté de la plaque, tout simplement. Et on a publié la plus grande quantité, c'est ça aussi qui les gêne, d'articles scientifiques dans des revues à comité de lecture très élevés, puisqu'on publie dans Nature Scientific Reports en 2017, 2016, 2018. Et donc, à chaque fois, ils vont lutter contre nos articles, plus d'une centaine, pour dire, dans les Monsanto Papers, Seralini is a persistent bugger, un enculé persistant, pardonnez-moi, hein, je traduis. C'est pas moi qui ai écrit ça, c'est Monsanto, dans les Monsanto Papers. Alors on montre que ces produits sont embryocides avant d'être herbicides, c'est-à-dire qu'ils vont dessécher les cellules humaines, ici, à 0,05%, à une dose où ce n'est pas un herbicide,
Ça ne marche pas en tant qu'herbicide, même le Roundup. Et donc, pourquoi on ne l'avait pas vu? Eh bien, parce que la communauté scientifique, elle n'existe pas vraiment, mais la majorité des scientifiques, la majorité des agences, la majorité des gouvernements, la majorité des ONG, quelquefois complices parce qu'elles ont été introduites, il faut dire les choses comme elles sont. Patrick Moore, le responsable en chef du climat chez Greenpeace, il passe chez Monsanto et regardez, et il devient un lobbyiste pour Monsanto, et regardez sa petite vidéo, vous faites Moore, M-O-R-E, OGM, ou Roundup, Moore et Roundup sur YouTube, je crois, et vous allez voir, c'est à rigoler. On lui propose de boire un verre de Roundup puisqu'il dit que c'est pas toxique. Il dit que Greenpeace s'est laissé monter la tête et tout ça, et que donc lui, il en est sorti. Et puis, il va vous expliquer que comment c'est pas toxique, mais si vous lui en donnez à boire, il va devenir insultant pour le journaliste, et il va dire « Ah non, mais je suis pas fou ». Donc ces gens-là savent que c'est toxique et en fait se construisent une réalité et la construisent dans cette communauté pour raconter une vérité, leur vérité, aux agences, à la science, au gouvernement, aux ONG. Et tout le monde y croit parce que toutes les ONG sortent la liste, les néonicotinoïdes, le glyphosate, etc. et luttent contre ce que Monsanto a déclaré. Mais ce qu'ils n'ont pas déclaré, ils ne luttent pas contre. Et donc, ils font confiance à Monsanto avant de faire confiance aux autres. Je ne veux pas jeter la pierre aux ONG qui font un excellent travail. Je veux dire que les autres ont réussi à infiltrer le cerveau de tout le monde. Et donc, il faut partout, du sens critique, tout simplement, et du bon sens. Alors, qu'est-ce que nous avons démontré? Voilà 13 ans de recherche résumés en une diapo. Nous avons démontré quelle était la toxicité du glyphosate à des doses non environnementales, c'est-à-dire à des doses fortes qu'on ne retrouve pas dans le corps. Que ce qu'on retrouvait dans le corps, c'était des formulants à base de pétrole qu'on a identifiés par spectrométrie de masse, pas 1, pas 2, pas 10, des centaines. Donc, ce sont des résidus de cuves de pétrole distillés, parce qu'on les a identifiés par spectrométrie de masse. Vous en voyez ici quelques molécules. C'est la première fois qu'on faisait ça avec un produit formulé. J'ai perdu 2 titulaires dans mon équipe qui disaient « Ah non, mais on ne va pas lutter contre une marque commerciale, on va être attaqué. » Oui, on a été attaqué. Et on trouve des métaux lourds et de l'arsenic. Nicolas Hulot le savait. Je croyais qu'il allait faire quelque chose quand il était ministre, parce qu'on a trouvé ça quand il était ministre. Et les yeux dans les yeux, il m'a dit oui, on convoque le directeur de cabinet. Il n'a rien pu faire et il est parti pour ça et d'autres raisons. Parce que Macron et Merkel avaient aidé Bayer c'est mon interprétation, à avoir un prêt à taux très faible en adossant nos impôts, c'est-à-dire l'argent des banques européennes, pour que Bayer rachète Monsanto. Alors il considérait que si on arrêtait le glyphosate tout de suite, c'était créer une crise des subprimes en Europe. Parce qu'en fait, c'est notre argent qui sert à tout ça. C'est pas Bayer en soi qui paye. Alors, on a découvert aussi que ces formulants étaient herbicides et tuaient les plantes tout seuls. Tandis que le glyphosate ne tuait pas du tout les plantes aux doses recommandées pour l'utilisation et ne tuait pas les cellules humaines. Aux doses, on a fait des études à des doses extrêmement faibles, à des doses qui sont 0,1 microgrammes par litre, c'est-à-dire à des doses autorisées dans l'eau du robinet et qu'on va retrouver dans notre corps. C'est la première fois aussi qu'on faisait ça, pendant 2 ans. Pour les rats, et ça a donné ces tumeurs qui ont fait le tour du monde des télévisions chez les rats, et que Monsanto a discrédité avec ses lobbies en disant « Ah, mais ce n'était pas les bons rats, il n'y avait pas assez de rats, et puis ces rats développent naturellement des tumeurs. » Et alors, on a vérifié, on leur a donné de l'alimentation bio pendant 2 ans. Ils en développent 8 fois moins. Et en fait, l'industrie leur donne des croquettes extrêmement polluées aux dioxines, aux pesticides, aux OGM, aux métaux lourds. Ils ne font pas attention, c'est une alimentation industrielle classique, celle des croquettes vétérinaires, de meilleure qualité possible, classique, avec toute une contamination. Et donc les rats
pour Monsanto, c'était normal d'avoir 71% de tumeurs mammaires et 90% de tumeurs hypophysaires. Allez vous faire un papa outé pour montrer quelque chose avec ça, si les contrôles ont ça. C'est pour ça qu'ils considéraient avec toute l'industrie que les tumeurs étaient normales pour eux. Mais en fait, ils savaient qu'ils contaminaient les rats. On l'a montré et publié en 2015 avec les analyses des croquettes des rats qui avaient servi à valider des OGM. Et ils n'aiment pas qu'on travaille pour montrer derrière comment ils fraudent. Mais on ne travaille pas pour montrer comment ils fraudent, en fait. On travaille pour montrer comment ça fonctionne, pourquoi on est malade et comment on peut se détoxifier. Et à partir de là, en marchant, on découvre des malhonnêtetés criminelles extrêmement graves qui, à mon avis, ont plus tué que les 2 guerres mondiales. On est dans une Shoah gigantesque aujourd'hui. Avec les mêmes produits quasiment, parce que un des formulants principaux, c'est ceux qui ont servi à faire, vous avez l'oxyde d'éthylène et l'oxyde de propylène, qui sont des gaz extrêmement dangereux, qui ont servi à faire le gaz moutarde dans les produits formulants principaux. Donc, on montre tout ça et ça devient très clair. Donc, pour s'en détoxifier, il faut sortir les résidus de pétrole. Alors, ils n'ont pas arrêté de lutter depuis. Et évidemment, les rats avaient plus de tumeurs quand elles consommaient de l'eau contaminée au Roundup par rapport à l'eau pure. Vous voyez. Et alors, ils disaient, la différence entre ces 2 courbes, c'est dû au hasard. Alors, vous avez des nuls en sociologie, comme un certain Villani, qui vous disent « Ah écoutez, il dit que les cantines doivent être bio. Donc, en fait, c'est des gens qui mangent à tous les râteliers, ou je ne sais pas s'ils sont sincères, mais qui viennent et disent « Mes copains ont dit que c'était nul. » Et ces copains, c'était les gens de l'Académie des sciences qui travaillaient avec les multinationales, parce que vous savez que là, il y a des brevets communs. On l'a montré dans les procès qu'on a fait, et vous allez avoir tous les noms dans notre prochain livre, mais il y en a déjà pas mal dans le précédent. Et donc, ils forment une camarilla qui dit la vérité, mais qui ne va pas un peu profond. Il n'y en a jamais un qui a pensé à prendre des rats bio et de leur donner de la nourriture bio en contrôle par rapport aux produits de l'agriculture intensive qui seraient testés. Et donc, quand on l'a fait avec ces témoins-là, ici, on a vu une énorme différence. Et alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils arrivent tellement à infiltrer les médias que les gens répètent « Ah, mais ce n'étaient pas les bons rats ». Et ils n'ont pas regardé que c'est les mêmes rats qu'avaient utilisé Monsanto, sauf que nous, on leur avait donné du bio et eux, ils avaient contaminé extrêmement leurs croquettes. Tout ça est publié, connu, mais ils ont une telle force de communication dans les médias qui font retirer au Télégramme de Brest sa participation, pardon pour lui, à ce congrès, qu'ils ils vont introduire ces idées perfides jusque dans les Antilles. Et c'est comme ça que ça marche. Vous voulez un autre exemple? Vous savez comment on a introduit chez la plupart d'entre vous l'idée que le nickel, ça voulait dire propre? Parce que le nickel chrome est un énorme polluant et que les premières compagnies qui en ont fait après la guerre pour peindre les voitures, etc., maintenant avec des nanoparticules pour en mettre partout sur les barres de zinc, etc., faisaient, quand on leur a dit qu'elles polluaient trop et qu'elles mettaient leurs déchets n'importe où, comme elles font toujours, elles ont fait des publicités en nettoyant les barres ou les voitures en disant « nickel chrome ». Et maintenant, le moindre ado dans la rue, si ce n'est certains d'entre nous, disent nickel pour dire c'est bien. C'est-à-dire qu'ils inculquent culturellement l'idée que leur pollution, c'est bien et on ne s'en rend même plus compte. Et c'est tout cela que l'on découvre en marchant parce que dans les pesticides, il y a du nickel, du chrome, du cobalt, du plomb, de l'arsenic. Voilà les photos et je les montre sur ma page Facebook et j'ai régulièrement des trolls et des agences de com et des Patrick Cohen et autres Géraldine Wessner d'Europe 1, etc. qui me traitent de fraudeur à cause de ça. Donc je leur refais des procès parce qu'on trouve leur lien avec des agences de com.
c'est quelque chose, alors c'est en France, mais aussi au niveau international. Quand on va faire avec Jérôme Douzelet des conférences en Australie ou en Nouvelle-Zélande, les journaux nous précèdent avec les lobbies pour dire la même chose. Donc je me rends compte de ce qu'était sans doute l'Église au XVIIIe siècle, c'est-à-dire du pouvoir de la culture et de dire ce qu'il faut faire et pas faire. De ce qu'il faut dire, la pédophilie, bof. C'est ce qu'a dit le pouvoir pendant longtemps. Eh bien, aujourd'hui, c'est la criminalité des enfants, bof. Parce que c'est un viol continu de leur corps que d'introduire leur substance et nous, on montre simplement que c'est les mêmes substances dans les animaux de laboratoire. C'est la première fois au monde, messieurs, dames, avec ce test, qu'on a donné un tout petit peu de Roundup, 0,1 microgramme par litre, ce qui est autorisé dans l'eau du robinet et qui souvent a été dépassé dans les eaux de Bretagne, si bien que les préfets ont fait donner des eaux minérales aux gens. On a donné ça en continu pendant la vie des rats, et encore on les a pris adultes, à 3 mois. Et voilà ce que ça a fait. Et on a mesuré 100 000 paramètres derrière pour confirmer. Et on a publié dans Nature Scientific Reports l'année dernière, enfin il y a 2 ans, on vient de passer en 2020, donc en 2018, la confirmation de ces données avec des méthodes ultra puissantes. Et il y avait bien sûr des OGM qui contenaient ce Roundup. On en donne à manger en permanence, et pas seulement dans nos dents, on en donne à manger en permanence à nos enfants, à nos amis, à notre famille, à nous-mêmes, en mangeant des produits pesticidés. Et on en mange tous, parce que même moi qui fais très attention et qui nourris ma famille en bio, j'ai un petit jardin en permaculture, mais en fait, on ne peut pas toujours manger chez soi. Et donc, on en a tous via Monsanto et Bayer et tous les autres. Alors, les OGM, je voulais juste vous dire que c'est exactement la même problématique. J'ai été pendant 9 ans, 3 mandats de 3 ans, expert pour le gouvernement là-dessus, et en fait, plus de 56% sont là pour uniquement modifier, surtout soja et maïs, pour contenir du Roundup, c'est-à-dire des produits à base de glyphosate, résidus de pétrole et métaux lourds, parce que ça simplifie l'agriculture intensive et ça permet de vendre plus de Roundup. 17% produisent leur propre insecticide, comme un maïs BT, mais personne ne vous dit que ça produit leur propre insecticide. On vous dit résistant au glyphosate ou résistant aux insectes. C'est 2 termes publicitaires. C'est tolérant au glyphosate, tolérant au Roundup, en fait, pour la réalité, parce qu'on n'utilise jamais le glyphosate, et produisant un insecticide. Et qui a pensé à tester cet insecticide sur les cellules humaines? On l'a fait. Et on l'a testé aussi sur des vaches, et on a des problèmes de porosité intestinale, ou en fait des épithélias en général, c'est-à-dire de toutes les muqueuses. Et ces insecticides n'ont pas été testés par le phénomène normal des pesticides. En fait, ils veulent toujours contourner la législation. Et 26%, c'est-à-dire le reste, fait les deux. Donc, les OGM sont des plantes à pesticides, point barre, des éponges à pesticides, soit pour les absorber, comme le Roundup, ou le glufosinate, son petit copain de chez Bayer, soit pour produire elles-mêmes un insecticide. Vous savez que insecticides, herbicides et fongicides sont 3 grandes classes de pesticides. Donc, on dit que c'est des plantes à pesticides. Alors, quand je dis ça, ils n'aiment pas. Et il n'y a pas beaucoup d'agriculteurs qui l'ont compris, que les OGM sont essentiellement modifiés pour faire des plantes à pesticides. Tout simplement parce que depuis 20 ans, le système de communication et les lobbies racontent n'importe quoi. Donc on a tous des arguments en tête, ça va servir à nourrir le monde, à résister aux maladies, etc., qui sont de la bibine intellectuelle si vous grattez. Donc, ayant mis à jour cette immense fraude qui résulte d'une négociation de faiblesse après la Seconde Guerre mondiale où les États ont dit « nous, on n'a plus l'argent pour tester vos produits », les industriels ont dit « on va le faire, on va vous dire la règle, c'est nous qui allons déclarer le principe actif ». C'est complètement le contraire pour les médicaments où les formulants sont là pour retarder, finalement, sauf dans le cas des vaccins, pour retarder la pénétration du médicament dans le corps, c'est pour ça qu'on vous donne des gélules. Là, c'est le contraire, ce sont des détergents corrosifs pour accélérer la pénétration dans le corps ou dans les cuticules des feuilles des insectes ou dans notre corps des produits. Ces détergents, vous savez ce qu'ils en font?
ces produits qui font la différence ici entre la courbe rouge et la courbe noire, ils en font 3 choses. Des détergents, ils ont en fait des actions et ils vendent à des compagnies de détergents, ce qui fait qu'en Bretagne, qui a eu le grand procès d'Eau et Rivière de Bretagne et du gouvernement contre le Roundup, ils ont dit l'AMPA, qui est un produit qui est aussi dans les lessives, et les autres résidus qui sont avec le glyphosate, ça ne vient pas de nous, ça vient des vendeurs de lessives. Parce qu'ils détiennent aussi des actions dans les lessives non biodégradables, dans tous les détergents qu'on met partout. Et ils ont dit, donc, ce n'est pas nous. Ce qui veut dire qu'ils admettent que les résidus qui sont là sont très toxiques, mais qu'ils revendent leur utilisation aussi à d'autres. Donc on en fait des détergents non biodégradables. Le plus connu est le White Spirit qu'on trouve en grande surface. C'est des résidus de pétrole. Ils en font des secrets pour extraire les gaz de schiste. C'est ça qui intoxique l'eau dans les villages où on extrait les gaz de schiste. Et ils en font des formulants de pesticides. Le bénéfice est dans le fond du carton. Donc c'est quand ils distillent du pétrole, les résidus de ces grandes cuves de distillation mélangés avec des graisses animales, c'est ça le POA, la tallawamine, c'est des graisses de porc, et ça brûle, ça nettoie les cuves, et en même temps, ça, ils le réutilisent comme produit corrosif pour les pesticides, pour les extractions de gaz de schiste, pour les détergents. Alors, le constat est dur, mais l'espoir est grand. Nous avons obtenu, grâce au cabinet Guillaume Tumurel, un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne en octobre 2019, vous voyez, c'est tout récent, qui dit qu'il va devoir y avoir transparence sur tous les produits des pesticides et il faut évaluer la formulation entière. C'est-à-dire qu'il faudrait évaluer le Roundup, pas le glyphosate. Ça reste un vœu pieux parce qu'ils disent que c'est aux États de le faire. Et les États ne vont jamais le faire puisque depuis les années 50, c'est je vous dis, les entreprises qui le font. Donc il faut changer l'habitude culturelle frauduleuse. Et ça va être difficile. Donc il faut qu'il y ait des gens qui s'accrochent à attaquer les États pour que les États réagissent pour changer la loi. Mais ça, c'est sortir de la culture des pesticides. Et c'est faire de la permaculture, c'est faire des cultures croisées, de l'agriculture biologique, etc. Ça redonnera du travail, ça redonnera de la richesse sanitaire à nos terres, mais ça va demander un changement culturel qui sera sans doute tout aussi long que celui qui a permis aux agriculteurs d'utiliser des pesticides, parce que ces grandes compagnies ont dû les convaincre par multiples cadeaux après la guerre. Alors, les pesticides inhibent la synthèse des arômes, inhibent et perturbent le goût, inhibent la détoxification, intoxiquent. Et au fond, on a écrit ensemble récemment sur le cuivre, sur le Q, parce que c'était important de faire la même chose sur ce qu'on dit être le pesticide principal de la bio. Et on a montré que le cuivre était en fait non pas un fongicide aux doses où il est utilisé aujourd'hui, mais un produit essentiel à la vie. Pour faire du bois, de la vigne, on a besoin de cuivre, pour faire des arômes, pour faire du sucre, alors que tous les bio croient qu'ils utilisent un fongicide parce qu'on leur a mis ça dans la tête. Encore un travail des lobbies. Vous voyez un terrain qui se détoxifie, c'est parce qu'il y a des herbes et des pissenlits qui en fait transforment les résidus de pétrole et protègent la vigne. Et ça, c'est quand on maintient la biodiversité. Ça, c'est quand on la maintient pas, un terrain qui est aujourd'hui traité avec des pesticides, la terre est morte. Et ça, on le voit même ici. C'est-à-dire que là, vous avez une vigne bio entourée de vignes non bio. Elle est moins contaminée et on trouve peu ou pas de pesticides dans le vin, tout simplement parce que les herbes et les plantes viennent en renfort, notamment les pissenlits, on va le voir ici, c'est Jérôme, les pissenlits poussent dans les vignes bio, et les pissenlits, c'est une des premières plantes qui va nous détoxifier, et on va conclure là-dessus. Mais pensez quand vous buvez un coup, souvent on veut faire plaisir, on va chez des amis, ils vous offrent un coup. Pensez à ce que non seulement vous faites à votre santé, mais ce que vous faites à la terre. Ça, c'est du vin traité. Ça, c'est du vin non traité. Donc, juste pensez à ça. Le dernier message, c'est qu'on peut se détoxifier
Et on peut se détoxifier en mangeant des bons produits, comme ici cette salade, mais on l'a fait avec des extraits de plantes bio sur des cellules pour stimuler les gènes du nettoyage des cellules. Et on y est arrivé avec une thèse de 2009. On est arrivé, vous voyez, ça c'est des cellules qui ont été intoxiquées soit au Roundup, soit au bisphénol A et à l'atrazine, et en mettant simplement un petit peu d'arôme à des doses qui sont extrêmement faibles, en fait, on arrive à stimuler les gènes. Alors, il ne faut pas en donner trop, parce que sinon, si vous buvez trop de tisane détoxifiante, en fait, vous faites travailler votre foie à détoxifier la tisane. Donc, il faut en donner suffisamment pour que ça nettoie vos cellules. Et le truc, ce sont les arômes qui font plaisir, et surtout en petite quantité, un peu comme on mettrait du basilic sur des pâtes, vous savez. Et ce qui est important, on l'a montré dans plusieurs articles que vous pouvez télécharger gratuitement sur mon site internet, www.seralini.fr, c'est que ces combinaisons, vous revoyez le pissenlit, nous détoxifient, mais détoxifient aussi la terre. La grande bardane, l'épine vinette, etc. Je croyais au départ qu'on avait mis à jour des combinaisons magiques. Et en fait, quand on a fait le tour du monde avec Jérôme Douzelet, quand on était invité, etc., qu'on a vu les Maoris, les Indiens d'Inde, les Indiens d'Amérique ou les aborigènes, eh bien, en fait, ils utilisent toujours des plantes digestives qui sécrètent des sucs digestifs, qui permettent la sécrétion des sucs digestifs, mais en même temps, les enzymes de détoxification dans les cellules. Donc, on a de quoi se laver intérieurement en utilisant les 480 gènes naturels qui sont là pour ça et qui éliminent les ordures de notre corps, à condition qu'on n'apporte plus en permanence ces résidus de pétrole dans notre corps, parce qu'évidemment, comme l'image du robinet, ça les empoisonne petit à petit. Et puis, autre chose aussi, pour vous faire sourire 2 secondes, la différence qu'il y a entre une pastèque et les écologistes, c'est qu'ils sont verts dehors et rouges dedans. Et je voudrais vous dire que je suis excédé de voir certains s'arroger le monopole de l'écologie, comme d'autres, en d'autres temps, s'arroger le monopole du cœur. Voilà, l'écologie, c'est le problème de tout le monde, c'est le problème de la droite, c'est le problème de la gauche, de tous les gens qui votent, et surtout de ceux qui ne votent pas, parce qu'ils n'ont pas encore l'âge de voter. Voilà, merci. Oui. Un mot, parce que... Juste un petit mot. J'ai trouvé la question de monsieur intéressante, parce que vous avez dit peut-être que les OGM sont une mauvaise réponse. Je ne crois pas qu'ils soient une réponse à la faim dans le monde aujourd'hui, puisque si nous sommes pragmatiques, depuis 10 ans, les OGM ont nourri les vaches et les cochons des pays riches, pas du tout les enfants des pays pauvres. Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui, il ne faut pas se masquer les yeux. Et c'est vrai que les mots-clés, c'est la biodiversification et aussi laisser parler l'intelligence de toutes les populations qui aujourd'hui ont besoin d'autonomie et qui se développent aujourd'hui et qui seront peut-être à la pointe de l'économie écologique de demain. Et je crois qu'il y a des richesses dans les pays du Sud à ce niveau. Ensuite, je voudrais juste rassurer madame, les mutations ne sont pas toutes dues aux OGM, loin s'en faut. Et Terminator, c'est une façon de prolonger les brevets, justement, puisque le responsable scientifique de Monsanto américain, un des responsables scientifiques de Monsanto américain, dit lui-même à la télévision que sa société militait pour essayer de développer Terminator et le racheter à la recherche publique, justement parce que cela permettait de protéger la production des semences dans les pays où le brevet, comme dans les pays du Sud, où le brevet n'avait peu d'impact. Donc on invente la plante, c'est-à-dire biologiquement stérile, au lieu d'être juridiquement stérile simplement. Et là, c'est un vrai problème, puisque le moratoire sur cette technique devrait être rediscuté en 2008. Donc je crois qu'il y a des potentialités dans le monde, mais que pour développer les monocultures, on répond par la monopensée, et que maintenant nous devons arrêter de monopenser et de penser biodiversification et penser aux solutions qui ont permis justement de développer l'agriculture depuis 10 500 ans, c'est-à-dire la biodiversification. Dans les 2 dernières années, eh bien, il y a eu des grands procès aux États-Unis qui ont été initiés par ce que nous avons fait contre Monsanto, et notamment par la révélation des Monsanto Papers. Et ce que peu de gens savent, c'est que Monsanto a été condamné par 3 fois, que Bayer, qui a racheté Monsanto,
a dû négocier 10 milliards avec près de 100 000 patients et qu'ils ont perdu en valeur actionnariale 49 milliards, que ceci a été compensé par des prêts de l'Europe, et essentiellement de la France et de l'Allemagne, à taux réduit, et des aides pendant le Covid. Donc cet intégrisme est dû au fait que les Monsanto Papers révèlent que Monsanto avait de la mauvaise foi et connaissait les poisons des pesticides. Il s'agit bien pire que des SDHI, bien pire que des métabolites. Je travaille depuis 30 ans en recherche sur les pesticides. Il s'agit des poisons cachés à l'intérieur des pesticides qui ne sont pas des molécules, qui sont des mélanges. Et ce sont des résidus de pétrole et de métaux lourds extrêmement toxiques, car on fait les pesticides à base de pétrole qui contient des métaux lourds. Ces produits sont 1000 fois plus toxiques que ce qu'ils déclarent dans les pesticides. Et nous l'avons publié à plusieurs reprises. Nous nous apprêtons avec Gérald Ginger, ici présent, qui vient de lire « Nous voulons des paysans », à publier bientôt sur les nouveaux pesticides qui contiennent encore ces produits. Il ne s'agit donc pas que du glyphosate, première molécule déclarée au monde dans un pesticide, qui n'est pas le Roundup. Il s'agit de l'ensemble des pesticides de la planète, en tout cas des 22 premiers plus importants que nous avons testés. Et donc, Monsanto a été condamné par un jury populaire aux États-Unis par 3 fois pour sa mauvaise foi, parce que des techniciens venaient dire à une certaine Donna Farmer, chef de toxicologie chez Monsanto, mais ces produits sont toxiques pour les enfants, on ne les a pas déclarés. Et Monsanto répondait, ça fait rien, on commercialise quand même. Donc ils savaient, et ils savent encore, que les pesticides donnent des cancers, mais aussi des maladies nerveuses, des maladies immunitaires, des maladies hormonales, et que des malformations chez les enfants, et que tout cela a été admis en sourdine dans les Monsanto Papers. 2 500 000 pages, c'est historique, c'est la première fois, après Dupont, après les Blackwaters, pour ceux qui ont vu le film, qu'une grande compagnie a révélé autant ses secrets par la justice, ces secrets toxiques qui montrent qu'elle savait qu'elle empoisonnait les gens. Et vous voulez la bonne nouvelle? Ça, c'était la bonne nouvelle, c'est-à-dire que maintenant on sait ce qu'ils font. Mais cette Donna Farmer, elle est aujourd'hui, en ce mois de septembre 2020, chef de toxicologie chez Bayer, qui a racheté Monsanto. Donc, les États et les gouvernements sont complices de ce qu'ils font. Et c'est sans doute pour cela que le ministère de l'Agriculture ne répond pas à « Nous voulons des coquelicots ». C'est parce qu'ils ne savent pas se dépêtrer de ce problème. Et pourquoi ils ne savent pas se dépêtrer de ce problème? Parce que l'agriculture industrielle, faite par des agriculteurs qui ne sont plus des paysans, elle est extrêmement subventionnée par nos impôts. Et elle reçoit 30% à peu près de notre charge d'impôts. C'est-à-dire que nous nous empoisonnons nous-mêmes en acceptant une politique qui date de la Deuxième Guerre mondiale, qui elle-même date de la commercialisation de gaz et de liquides toxiques pour tuer les gens. Puisque dans les pesticides, on trouve les produits qui ont servi au gaz de combat, aux camps de concentration, etc. Nous sommes dans un système qui est mortel et qui explique que la plupart des gens aient des maladies chroniques. Ce qui veut dire que le système a été beaucoup plus intégriste, beaucoup plus malhonnête, beaucoup plus tueur que ce qui s'est malheureusement passé et qui a été effroyable à Charlie Hebdo. Réalisons-le et de là, trouvons la force de changer les choses. Merci pour votre attention. Je soupèse chaque sentiment pour éviter tous les trous dans mon temps. Pourquoi tu me demandes si je te comprends alors
Quand je te parle, tu ne m'entends. La solitude est dans la rue, dans mon vécu, point de refuge. Je suis têtu, bien que perdu. Les faux semblants, les faux amants, les faux amis, les fausses nouvelles. Mon esprit s'affaiblit. Alors je joue le jour de l'amour contre la nuit, son compte à rebours. Alors je passe mon tour, mes amis, je vous le dis sans détour. Nos actions et nos pensées sont pour de vrai. La peur du vrai, le vrai n'a pas peur. Aveuglé par la lumière diffusée par l'écran, le vide remplit peu à peu mon néant. Les instants se répètent indéfiniment, un monde toléant.